Salut! Il semblerait que ce soit ma première vidéo de l'année sur cette chaîne et je ne pensais vraiment pas que ce serait la vidéo que j'allais faire. Bon, en fait je savais pas trop ce que j'allais faire, mais vous savez on est un peu toujours dans l'idée, même si on dit que les résolutions c'est pas forcément pas productif, mais c'est pas forcément utile, efficace, c'est pas forcément bénéfique, même si on se dit que on n'a pas envie de repartager des résolutions qui n'aboutissent pas, etc. Il y a toujours ce petit truc un peu de se dire bon, je vais quand même commencer l'année avec une vidéo qui signifie nouvelle année. Et là c'est clairement pas le cas, mais bon bah tant pis. J'ai aussi beaucoup réfléchi, alors en fait je voulais faire un bilan, j'ai pas abandonné l'idée de mon année 2025. Une vidéo que j'ai vraiment envie de faire, parce que j'ai vraiment envie d'aborder beaucoup de sujets que je pense être assez importants humainement, etc. Le seul petit hic, c'est que je souhaite pas la mettre en public, et donc je pensais la mettre en vidéo réservée aux membres avec la souscription qui est opérationnelle sur cette chaîne, mais qui n'est pas encore effective parce que bon ça m'embête un peu, mais j'ai de plus en plus envie de repartager, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, des choses quand même assez personnelles sans rentrer dans de l'intime. Voilà, il n'y a rien d'exhibitionniste ni de voyeur de votre côté si vous regardez ces vidéos, si ça vous intéresse, mais en fait c'est juste des choses personnelles, privées, que je n'ai pas envie de partager avec n'importe qui, tout simplement. J'ai pas envie que des personnes de mon entourage professionnel tombent dessus, j'ai pas forcément envie que des personnes mal intentionnées qui regardent les vidéos juste pour critiquer puissent les regarder, et je compte assez sur le fait que le fait de devoir se signifier en tant que membre et débourser de l'argent, rentrer sa carte bleue, etc. Je me dis quand même, je pense que ça va quand même déjà faire un gros tri dans les gens qui regardent juste par curiosité malsaine, en tout cas je l'espère. Donc voilà, ça sera peut-être une vidéo qui arrivera parce que 2025 a été une année très... comment dire, franchement assez difficile, mais aussi très belle, en tout cas très chargée, quoi. Et il y a des choses que j'ai envie de partager, des choses qui peuvent être utiles, je crois. Et aussi des choses où j'aimerais bien avoir, je pense, des retours d'expérience de personnes qui ont peut-être vécu des choses semblables. Bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. En fait, dans cette vidéo, je vais parler d'un... Vous l'avez vu. Le titre est volontairement un petit peu provocateur, mais pas tant que ça en fait. Ça fait longtemps aussi que j'ai envie de faire une série de vidéos sur l'argent. Sur mon rapport à l'argent, sur le rapport à l'argent en tant que transfuge, sur le rapport à l'argent en tant que personne qui a toujours ou presque côtoyé des personnes, en tout cas quand j'étais plus jeune, des personnes plus aisées que moi, et parfois même juste aisées tout court en fait, souvent même aisées tout court. Des choses que j'ai appris à reconnaître sur le rapport à l'argent, bref, avec mes convictions politiques aussi, puis dans mon travail, et c'est voilà, un sujet que j'avais envie d'aborder, puis à chaque fois j'étais un peu gênée parce que je savais pas trop comment le formuler, et là d'un coup j'ai eu envie vraiment d'aborder ce sujet-ci parce que j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment, c'est pas fait tiquer négativement, mais qui m'a fait réagir, quoi. Je me suis dit bon, écoute, en plus ça faisait écho à quelque chose d'autre qui se passait dans ma vie, enfin qui se passe dans ma vie depuis longtemps, bref on va en parler, vous allez comprendre. Je regardais le vlog d'une... de Laura in Paris. J'en ai déjà parlé, c'est une autre enseignante. C'est pas du tout une critique ni rien, hein. Enfin, c'est juste que vraiment ça m'a fait réfléchir ce qu'elle a dit parce que je suis pas du tout, entre guillemets, enfin c'est pas que je suis pas d'accord, mais vous allez comprendre. Dans l'un de ses derniers vlogs, elle explique que... elle parle de son rapport à l'argent et elle explique qu'il est conditionné par son milieu social d'origine. C'est tout à fait logique et je pense que c'est assez indubitable. Mais elle dit justement que elle a ce besoin de prouver son mérite, ce besoin d'être productive et aussi ce besoin, en tout cas ce rapport à l'argent et au travail qui vient de son milieu social et qui est qu'on ne refuse pas de l'argent propre, au sens de si on t'offre un travail et qu'il est payé, même s'il ne t'intéresse pas, même si tu n'y trouves pas forcément d'intérêt particulier, tu ne le refuses pas, ça ne se refuse tout simplement pas. Et elle donne justement l'exemple aussi de personnes qu'elle côtoie qui sont plus aisées, qui viennent de milieux plus aisés, et qui eux par contre ne sont pas du tout dans cette idée de toujours gagner plus. Elle donne aussi l'exemple, vu qu'elle est enseignante, des heures supplémentaires ou des heures de pacte, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a un petit peu interpellée, et c'est là aussi où en fait c'est juste un partage d'expérience et où je suis vraiment curieuse d'avoir les retours des personnes qui regarderont cette vidéo, c'est que c'est pas du tout mon expérience personnelle. Moi je viens d'un milieu... Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on sait jamais qui tombe sur cette vidéo, mais voilà, mes parents n'ont pas fait d'études, mes parents n'ont pas eu le bac, mon père était ouvrier, et quand je dis ouvrier, il était échafaudeur, donc je pense que c'est même un peu
ouvrier non spécialisé, je pense. Ma mère, elle a été femme de ménage pendant très longtemps. Et puis après, elle est rentrée dans la fonction publique et elle a un petit peu monté les échelons grâce à des formations, à des stages, etc. Et puis elle a aussi eu une... Enfin voilà, elle a aussi une situation médicale qui fait que certains emplois enfin, elle peut plus faire certains emplois, donc elle a été redirigée vers des emplois dits de bureau, mais c'est aussi, entre guillemets, un malheur qui l'a conduite à ça. C'est pas... vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un hasard heureux naissant d'une situation malheureuse et lié aussi à un travail, enfin en tout cas un travail très pénible qu'elle a exercé pendant plusieurs années avant, chez des particuliers ou alors dans des écoles. Je viens pas de Paris ni de région parisienne, je viens d'une ville du sud-est. J'en ai déjà parlé, mais je pense que ça joue aussi sur mon milieu. C'est-à-dire que oui, c'est une ville où il n'y a rien à faire culturellement, mais c'est aussi une ville où il y a la mer, il y a le soleil, et je pense que ça donne vraiment un autre contexte qu'un environnement dit rural. Je pense que je viens d'un milieu, on peut dire, précaire, en tout cas à la base. Et je n'ai jamais eu de discours de la part de mes parents qui étaient des discours incitant au travail ou des discours valorisant excessivement le travail. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu qu'il fallait bien travailler à l'école parce que c'est bien d'apprendre des choses, c'est intéressant, et moi j'ai toujours trouvé ça intéressant, donc c'était pas un problème. Mes parents m'ont toujours encouragée à lire parce que je pense que ils ont vu que c'était déjà quelque chose que j'aimais, et puis c'est une activité qui est effectivement importante pour le développement des enfants, et mes parents en avaient conscience, même si mes parents, eux, ne lisaient pas. Ma mère lit de temps en temps des polars, mais elle lit pas vraiment, et mon père, lui, ne lit pas. Bref, voilà, c'était pas une absence de conception de l'intérêt du savoir, ni une absence de compréhension de l'importance ou de la reconnaissance du travail. Mes parents ne nous ont jamais gâtés. De toute manière, on n'en avait pas les moyens, mais enfin, on n'a jamais manqué de rien. Mais voilà, c'était pas tu fais un caprice, tu as, etc. Mais de l'autre côté, je n'ai jamais entendu il faut que tu choisisses un métier qui rapporte, il faut pas que tu refuses tel ou tel travail, il faut absolument que tu prennes des options supplémentaires à l'école, il faut absolument que tu prennes tel ou tel travail supplémentaire en plus en tant qu'étudiante, les gens qui font rien sont des fainéants. J'ai jamais entendu ça de la part de mes parents, alors que mes parents viennent d'un milieu justement précaire. C'est donc là où il y avait un petit désaccord, où je me suis dit, quand même, non en fait. Et mes parents, j'ai même envie de dire, surtout mon père, ont toujours eu un discours qui était beaucoup plus, je pense, mesuré. C'est-à-dire que mon père a toujours dit, ça sert à rien d'avoir de l'argent si t'as pas de temps pour en profiter. Et voilà, moi je crois que mes parents, ce qu'ils m'ont plutôt transmis, c'est d'un certain côté l'intégrité et l'importance de faire quelque chose qu'on aime dans la mesure du possible, parce qu'eux n'ont pas pu le faire, et donc ils voulaient nous transmettre ça. Et deuxièmement, trouver l'équilibre entre ne pas être dans le besoin, pouvoir être indépendante et autonome financièrement, et en même temps ne pas sacrifier sa vie au travail. Vraiment, je n'ai jamais vu mes parents, qui étaient pourtant très travailleurs tous les deux, valoriser le sacrifice au travail d'une quelconque façon que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, quand j'allais dans ma famille en Bourgogne, qui du coup c'est une autre génération, parce qu'en fait ce sont ma grande-tante et mon grand-oncle en réalité, même si je les ai toujours considérés comme mon oncle et ma tante, mais voilà, donc une autre génération vraiment, un tout autre milieu, pour le coup la vraie ruralité quoi. Là j'entendais tout le temps, comme qualité première presque d'un individu ou d'une personne, il est travailleur, elle travaille beaucoup, il se repose pas, lui il lésine pas sur le travail. Et j'entendais toujours aussi des critiques assez limite sur les gens du Sud. Les gens du Sud, c'est-à-dire moi, quoi. Enfin, mon père, moi, tous les gens qui habitaient en PACA, si vous voulez. Qu'on aimait faire la sieste, qu'on aimait aller à la plage, qu'on n'était pas travailleurs, ce genre de choses. Et là, par contre, j'ai souvent entendu que j'étais un peu une feignasse, quoi. Concrètement. Parce que j'étais pas toujours là en train de m'activer de partout, parce que j'ai jamais réussi à être organisée, parce que j'ai jamais réussi à ranger les choses derrière moi. Bref, à cette époque-là, on était très loin des diagnostics que j'ai eus par la suite. Mais alors même que j'étais pourtant quelqu'un... Enfin, j'ai toujours été
j'ai toujours fonctionné un peu à l'intérêt plus et à la passion, et donc je suis capable de développer énormément d'énergie et d'efforts et de travail et d'être fixée pendant des heures sur quelque chose à partir du moment où ça m'intéresse. Et, et je ne pense pas être quelqu'un incapable de travailler, ni de forcément fainéante. Et de l'autre côté, je ne pense pas qu'être fainéant ou fainéante soit forcément un défaut vraiment important. Là où je veux aussi revenir sur... Donc déjà, ça c'était un peu ma première interrogation, c'est-à-dire que vous, si vous venez d'un milieu du coup défavorisé ou classe très populaire, est-ce que ce sont des discours que vous avez entendus sur l'importance du travail, la survalorisation du travail, l'existence par le travail, le sacrifice au travail, ou est-ce que au contraire vous avez eu un discours peut-être qui ressemblait à celui de mes parents, ou est-ce que c'était tout à fait autre chose? Et deuxièmement, ça m'a fait penser à quelque chose qui me pourrit un peu la vie et ça fait longtemps que c'est le cas. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler dans l'éducation nationale, en fait, moi, ça a toujours été très clair, pour plein de raisons que j'ai pas envie de développer dans cette vidéo forcément toutes, et c'est dommage parce que ça rendrait la vidéo sans doute beaucoup plus intéressante, mais on va dire que déjà les gens jugent beaucoup la capacité, enfin pas la capacité, les gens jugent beaucoup le volume horaire que vous avez de travail visible. Ce qui est inutile parce que ça ne garantit pas l'efficacité de votre travail et parce que ça ne prend pas en compte pour de nombreux métiers, je pense, le travail invisible. Moi, en tant que prof, c'est l'exemple parfait. On va compter uniquement le nombre d'heures que je fais devant les élèves. Et hormis quelques années où ça m'a été plus imposé qu'autre chose, moi, je n'ai jamais voulu d'heures supplémentaires. J'ai toujours voulu avoir le minimum obligatoire, c'est-à-dire 18 heures. Et si je pouvais avoir moins, j'aurais moins, et de toute manière, c'est un vœu depuis des années d'être à temps partiel. Voilà, pas à temps partiel 9 heures, enfin quoique dans l'absolu ce serait idéal, mais voilà, 15 heures, 14 heures, j'en sais rien. Et je peux vous assurer que j'ai toujours ressenti, de la part des collègues aussi bien que de la part de la direction, personnes qui reprennent en fait vos fiches de vœux pour les dotations horaires, une certaine surprise quant au fait que vous ne voulez pas d'heures sup. Il y a une surprise un peu dans le sens, elle n'a pas besoin d'argent elle, et il y a vraiment une désapprobation plus ou moins exprimée qui sous-entend qu'en fait vous n'aimez pas travailler, vous n'êtes pas travailleuse, vous n'êtes pas impliquée, vous n'êtes pas investie. Alors que on peut faire 21h, 22h, 23h et ne pas être investi, ne pas bien faire son travail, et on peut avoir 9h ou 18h ou 16h ou 15h et faire un travail tout à fait correct, tout à fait carré, qui n'est pas parfait parce que personne n'est parfait ou parfaite, mais qui est bien fait. Et je pense faire un travail qui est bien fait. Et au-delà de ça, il y a bien évidemment tout le travail invisible en tant que prof, c'est-à-dire que personne ne s'intéresse finalement à savoir combien de temps je passe à préparer mes cours, à refaire mes progressions, à lire des manuels, à me renseigner sur les théories de pédagogie, de psychologie de l'adolescent ou que sais-je. Personne ne s'intéresse à voir quel projet j'essaye de développer ou à tous les efforts que je fais pour essayer de créer un environnement, par exemple, propice à l'apprentissage pour les élèves. Tout ça, ce sont des... Et quand on est en classe ordinaire, parce que là, moi, je suis dans un dispositif où, par exemple, les corrections de copies sont moindres, mais je n'ai aucune progression, il n'y a pas de manuel, donc tout repose entièrement sur ce que je crée, par exemple, et où la différenciation est obligatoire à chaque cours, donc en fait, ça fait une dose de travail importante, mais quand j'étais en ordinaire, pareil, le temps de copie n'était pas compté. Le fait que je ne choisisse... pas les œuvres toujours canoniques sur lesquelles il y a 1 milliard de profils, tout le monde s'en foutait aussi. Donc, moi, j'ai jamais jugé le travail de mes collègues et ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger sur leurs pratiques pédagogiques, sur pourquoi ils ont choisi tel ou tel livre, sur des activités qu'ils ont faites qui ont fonctionné. Mais ça encore, ce n'est pas du tout encouragé parce que ça aussi, c'est perçu comme du temps de bavardage et pas du temps de travail, ce qui est complètement aberrant. Mais bref, j'ai toujours, ou plus ou moins toujours, ressenti au travail qu'on pensait que j'étais fainéante. Parce que, premièrement, j'ai un style aussi, une apparence qui déjà... dans la tête des gens fait s'allumer quelques panneaux. Deuxièmement, parce que je ne veux pas d'heures sup. Et troisièmement, parce que je suis attachée à mon temps personnel et surtout au respect du droit du travail et que je ne veux pas qu'on m'impose des réunions à n'en plus finir qui ne sont pas justifiées, des tâches en plus qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas payées et qui viennent en plus finalement combler un manque de personnel, un manque de formation, un manque d'organisation et de structure d'un établissement. Je ne parle pas forcément de l'établissement où je suis là, je parle même et je parle pas forcément que de ce que moi
j'ai vécu, je parle aussi de ce que je vois, de ce que j'ai entendu, de ce que des collègues m'ont confié. Moi, je refuse cela dans la mesure du possible. Je le refuse pour 2 raisons en plus. Je le refuse parce que effectivement, j'ai pas honte de dire que j'ai une vie en dehors du travail. Waouh, incroyable, j'ai une vie en dehors du travail. Et si ma vie, c'est de lire des livres, coucher sur mon canapé, ça ne regarde que moi. À partir du moment où le travail que je fais, je le fais bien, j'ai pas à me justifier. C'est tout. Voilà, peu importe en fait. Je ne comprends pas cette obsession des gens pour le travail des autres. Ensuite, il y a bien évidemment une autre raison qui est que je ne veux pas que des hiérarchies nous imposent déjà plus que ce qui nous est imposé de manière injuste, arbitraire, autoritaire. Et si moi je l'accepte, la personne qui viendra après moi, on lui demandera la même chose. Et ça crée un cercle vicieux. Je pense que nous, en tout cas ma génération et la génération d'après moi, on est vraiment héritiers et héritières, malheureusement, de ces habitudes-là de travail. Encore une fois, je n'incrimine pas forcément les générations avant nous, mais où il y avait une soumission au travail, je pense, de beaucoup de personnes. En tout cas, c'est ce que je constate dans l'éducation nationale, où il y a beaucoup de profs un peu plus âgés qui acceptent, à part ceux qui sont syndiqués, etc., vous voyez le profil, qui acceptent tout. Qui ont peur, qui acceptent tout, qui veulent prouver qu'ils existent ou qu'ils ont une valeur en faisant plus et parfois même en s'agitant et en faisant pas grand-chose. Enfin, le nombre, je veux pas critiquer, il faut pas hop, mais voilà, on hérite de ça et nous on arrive en disant non mais attends, moi j'ai un contrat, je fais ce qui est là, c'est justifié, je le fais bien, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais pas donner ma vie au travail. C'est pas l'établissement de ma mère, c'est pas mon établissement. Au bout d'un moment, ça suffit. Et je pense que ça, on peut l'appliquer à plein d'autres contextes. Moi, je vous parle en tant que prof, mais bref, voilà. Il y a comme vraiment ce sentiment-là que j'ai. C'est pas un sentiment de toute manière, parce qu'en plus, les gens vous le font remarquer, ils font des réflexions. Les gens se permettent des blagues, des critiques, du passif-agressif, parfois même très explicite, hein. Voilà, ou parfois ils parlent de vous à d'autres personnes en disant que vous foutez rien, que vous êtes dans votre confort, que vous avez... Alors il y a toujours un truc, si c'est quelqu'un qui a un petit effectif, oh bah, elle a pas beaucoup d'élèves, si c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'heures, elle a pas beaucoup d'heures, si c'est quelqu'un qui a sa journée libre, ah bah elle a sa journée libre, si c'est quelqu'un qui a une bonne classe, ah bah forcément elle a rien à faire, si c'est le prof de sport, ah bah il fait rien, si c'est le prof de... Il y a toujours quelque chose pour venir dire que la personne ne travaille pas assez. Et moi, honnêtement, j'ai souffert pendant longtemps, en plus, parce qu'il y a aussi la vie des gens que vous ne connaissez pas, les situations de santé médicale des gens que vous ne connaissez pas. Et moi, j'ai vraiment souffert pendant longtemps de ce regard posé sur moi par une partie de ma famille, effectivement, même si du coup c'est pas pareil, mais quand même j'en ai souffert. Et puis après, dans le monde professionnel, alors que par ailleurs, je suis quelqu'un qui vraiment fait les choses entièrement, que j'accepte les critiques et que j'essaye vraiment de faire de mon mieux et que je reconnais par ailleurs aussi mes torts dans le travail, ce qui est assez rare pour être souligné. Bref, donc voilà, il y a ce truc de cette question de l'argent, du rapport à l'argent, du travail en fonction du milieu dont on vient, a vraiment fait écho en fait à ça, parce qu'effectivement en ce moment en plus c'est une problématique qui revient et j'avais envie d'en parler. Je pense que c'est un discours qu'on devrait multiplier pour sortir de cette injonction capitaliste, productiviste, mais aussi profondément issue de la classe dominante et pour nous faire culpabiliser en permanence. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai presque envie aussi de me justifier en disant mais j'ai une vie en dehors du travail, mais en fait, je fais d'autres choses. Je fais des recherches, je produis du contenu, mais j'ai envie de dire, je n'ai même pas à dire ça. Comme je l'ai dit, si ce que je fais, c'est uniquement lire ou jouer aux jeux vidéo, coucher sur mon canapé ou aller me promener avec mon chien ou faire des nouveaux plats, peu importe, ou faire du yoga, ça ne regarde personne. Je vis pour moi, ma vie m'appartient, mon temps m'appartient. Et si je travaille 9 heures ou si je travaille 12 heures ou si je travaille 18 heures, ça ne devrait regarder personne. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les milieux, je ne sais pas si en entreprise ça fonctionne pareil, parce qu'encore une fois la répartition horaire n'est pas la même, mais je crois que c'est quand même assez semblable, c'est-à-dire qu'on est beaucoup aussi dans
on meuble. Voilà, il faut dire qu'on est resté de 9h, j'ai n'importe quoi, de 9h à 17h au boulot, même si en fait on peut faire ce travail-là, parfois en télétravail. Alors il y a une aversion au télétravail en France qui est ridicule, il y a une aversion à la semaine de 4 jours, en fait il y a une aversion à tout ce qui fait qu'on n'est pas esclave et en performance du travail, plutôt qu'en vraie réflexion sur quelles sont les conditions qui permettent de travailler de manière efficace tout en préservant notre santé. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bien sûr, la France n'est pas le pire pays, on est d'accord, mais quand même, c'est pas parce qu'on n'est pas le pire qu'on peut pas y réfléchir et se plaindre. Voilà. Du coup, je vais vous laisser parce que je vais bientôt aller manger, etc. J'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je commence l'année 2026 avec un peu un coup de gueule. Mais écoutez, c'est pas plus mal, non, je pense, dans l'absolu. Est-ce que c'est vraiment négatif de commencer l'année 2026 par une vidéo qui critique le capitalisme, l'injonction au travail et le fait que les gens se mêlent de la vie des autres sans jamais rien savoir? Je suis pas sûre que ce soit si négatif que ça. Voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite à nouveau, pardon, je suis encore un peu malade, une très bonne année 2026, un très bon mois, une très bonne fin de semaine. Voilà, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.